Only Ever Yours, c'est la dystopie féministe qui a fait énormément parler d'elle ces dernières années, écrite par la maintenant célèbre autrice Louise O'Neill. J'ai entendu parler de ce bouquin en bien partout, je me le suis donc procuré il y a maintenant quelques mois pour voir par moi-même de quoi il retournait. J'ai entamé le roman avec plein d'espoir, celui de l'apprécier autant que les personnes que je suis et qui ont fait son éloge, celui aussi qu'il me mette une claque monumentale et que je le referme en mode waouh. Mais finalement il s'est plutôt passé ça. Ok, bon, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, mais bon. Ouais, ok, d'accord. Ah, enfin un personnage qui relève le niveau! Oui! Merci! Bon, on se fait chier, on se fait chier, on se fait chier. Où est-ce qu'il y a de l'action dans ce livre, s'il vous plaît? Non, toujours pas, toujours pas. Je me fais trop chier. Ah. Bon d'accord, j'ai vraiment grossi le trait, alors avant de me faire huer, je tiens plus sérieusement cette fois-ci à dire que ce livre n'est pas mauvais, pas du tout. Il m'a même fait ressentir des choses. Ouais, je suis pas restée en mode bulot activé pendant toute ma lecture, quoique je dis ça, mais les bulots ont peut-être des émotions. Il est indéniablement engagé, il dénonce des pratiques et des problématiques de nos sociétés actuelles. Malheureusement pour moi, il y a plein de petits trucs qui ont coincé et c'est ce que je vais vous expliquer ici. D'ailleurs, je précise que je vais parler d'intrigue, de structure, de rythme, de personnages, de style et pas de féminisme. Pas du tout. Je ne remets pas du tout en cause la portée et les messages de cette œuvre. Ça, je tiens vraiment à le préciser. Je rappelle aussi que la lecture, c'est tellement personnel, on va tous apprécier des œuvres ou pas d'ailleurs en fonction de notre caractère, de notre personnalité, de notre vie, de notre background, que sais-je encore. Bref, tout ça pour dire que cet avis est le mien, que forcément ma sensibilité n'est pas la même que celle des autres, et que si vous avez envie de lire ce livre, allez-y, ne prenez pas mon avis au pied de la lettre, et faites-vous plaisir bien sûr, parce que voilà, je vais juste parler de mon ressenti, c'est tout. Bon, pour celles et ceux qui n'auraient pas lu l'œuvre, je pense qu'un petit résumé, ce serait pas du luxe. L'action se déroule dans un futur dans lequel les femmes ne naissent plus naturellement mais sont génétiquement créées. Alors déjà là ça fait pas rêver, hein. Je sais pas vous mais... Tant qu'à faire bien sûr, elles sont toutes créées plus parfaites les unes que les autres et pour pousser le bouchon encore plus loin, elles passent les 16 premières années de leur vie dans une académie dont elles ne sortiront jamais avant leurs 16 ans donc, qui leur apprendra à être irréprochables. Ne pas pleurer, ne pas répondre, ne pas poser de questions, satisfaire tous les besoins des hommes, toujours chercher à plaire, ne pas trop manger pour ne pas grossir, ne pas se ridiculiser, être toujours habillée et maquillée comme une instagrammeuse beauté, ne pas enfreindre les règles et en parlant des règles, bien prendre tous ces médicaments qui vont t'empêcher de vieillir, d'être moche, d'avoir des cernes et d'avoir tes règles parce que les règles c'est dégueu, c'est bien connu, j'ai le nez qui coule. Bref, je pense que vous voyez un peu le délire. Grosse ambiance dans le futur. À la fin de leur 16e année a lieu la cérémonie, un genre de répartition dans différentes maisons, sauf qu'au lieu d'être envoyé chez Poufsouffle ou Serpentard, t'as le choix entre 1. Devenir une compagne, c'est-à-dire une épouse pour un homme qui t'aura choisi, puis la mère de ses enfants, enfin de ses fils, hein, parce qu'on ne fait plus que des fils maintenant. Et d'ailleurs, t'as pas ton mot à dire. 2. Devenir une concubine, c'est-à-dire un objet sexuel pour assouvir les désirs des hommes. Tous leurs désirs, bien sûr. Et t'as toujours pas ton mot à dire. Ou 3. Devenir une chaste, c'est-à-dire une enseignante à l'académie, ce qui signifie que tu n'auras jamais mis les pieds en dehors de l'école. Ah oui, et aussi on t'enlève ton utérus, parce que tu n'auras pas d'enfant du coup. Donc ça sert à rien. Je sais pas vous, mais moi, je sens déjà la crise d'angoisse qui monte là. Ah, et est-ce que je vous ai dit que toutes ces jeunes femmes sont envoyées à la casse quand elles ont 40 ans? Enfin, pour les compagnes et les concubines en tout cas. Non, je vous l'avais pas dit. Et ben voilà, c'est fait. Honnêtement, je trouve qu'on part sur une idée de base qui est géniale et hyper intéressante. Et qui a piqué ma curiosité, forcément, sinon j'aurais pas acheté le bouquin, vous me direz. Maintenant, je vais vous parler de l'histoire un peu plus en profondeur pour bien vous démontrer mon raisonnement. Donc si vous ne voulez vraiment pas en savoir plus, que vous n'avez pas lu ce livre et que vous comptez le faire,
arrêtez-vous là, ou bien je vais essayer de mettre des timelines en barre d'infos, comme ça tout le monde est content pour voir les différents thèmes que je vais aborder. Après, si ça vous embête pas d'en apprendre un peu plus, vous pouvez rester, je vais rien dévoiler de super spoilant non plus, hein, je suis pas une meuf comme ça. Allez, c'est parti. Notre protagoniste principal, c'est l'Ève numéro 630. Les Èves, c'est comme ça qu'on appelle désormais les jeunes femmes, et oui, elles ont un numéro. Bon, elles ont aussi un prénom parce qu'ils sont pas aussi inhumains que ça dans le futur. Par contre, il n'y a pas de majuscule au prénom des femmes parce que c'est un peu comme des objets, tu vois. Les hommes, en revanche, ont leur majuscule. Oui, parce qu'il faut pas déconner non plus. Frida, puisque c'est son nom, entre dans sa 16e année et se prépare donc à la cérémonie dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Son rêve à elle, c'est de devenir une compagne, mais au commencement du bouquin, on sent que Frida commence à se poser des questions, qu'elle est plus sûre d'elle et qu'elle est plus trop sûre de ce qu'elle veut non plus. Bref, on sent qu'elle commence à remettre un petit peu son monde en question, comme c'est souvent le cas dans une dystopie, et heureusement, sinon, il n'y aurait pas d'histoire. Frida a une meilleure amie du nom d'Isabelle, qui s'est beaucoup éloignée d'elle pendant les vacances, et c'est quelque chose qu'elle a beaucoup de mal à vivre, parce qu'elles ont forcément passé toute leur existence ensemble. Mais bizarrement, Frida n'essaie pas trop de comprendre ce qui se passe, ni même d'arranger les choses. Isabelle, c'était l'Ève number one pendant des années, la plus belle, la plus parfaite, la plus tout quoi. Et quand je dis number one, c'est même pas une métaphore parce que les Èves sont classées toutes les semaines, il me semble, par ordre de beauté, comme un concours de Miss, extrêmement malsain. Isabelle a donc toujours été première, mais cette année c'est terminé parce qu'elle semble ne plus en avoir grand chose à foutre de se faire belle et de rester mince. Comme on peut s'y attendre, elle dégringole dans le classement, son comportement va changer lui aussi, elle devient très bizarre, et donc la paria des 16e années, forcément. C'est là que Frida va la laisser tomber, même si on le sait puisque le roman est écrit à la première personne, elle aimerait retrouver leur amitié, elle aimerait que les choses changent, mais non. Elle va donc aller se trouver de nouvelles potes. Surprise, le clan des connasses, comme dans les films américains, la team de pouf que tout le monde a envie de baffer. À partir de là, le roman se concentre sur le combat, c'est ce qui est écrit sur la 4e de couverture, mais le terme est discutable, de Frida pour parvenir à ses fins à l'approche de la cérémonie. Et puisque les jeunes hommes qui choisissent les Èves le jour de la cérémonie pour en faire leur compagne ou leur concubine ne vont pas tarder à arriver à l'école pour faire la connaissance des filles, autant vous dire que la concurrence va être rude et que tous les coups seront permis. Alors premier truc qui m'a dérangé, mais là c'est vraiment personnel, 300 pages de nana qui ne parlent que de maquillage, de coiffure, de fringues, de qui est la plus belle et la mieux notée sur les réseaux sociaux, je peux pas. Alors oui, Louise O'Neill dénonce tout cet aspect de leur société, et donc par métaphore de notre société à nous, et donc forcément qu'elle est obligée de mettre ça en avant, surtout que les Èves ont été créées pour être parfaites, non seulement physiquement, mais aussi pour se soucier de cette perfection. Donc forcément, c'est un gros pan de l'histoire. Mais c'est là que le lecteur est en droit, je pense, d'attendre ce point de basculement où le personnage principal se rend compte que son monde est totalement fucked up et décide de changer les choses parce qu'il a enfin ouvert les yeux. Louise O'Neill s'est très clairement inspirée de La Servante écarlate de Margaret Atwood pour écrire son roman, et ça se voit parce que la structure est assez similaire, la dénonciation de la femme-objet va dans le même sens. Par contre, de Fred, qui est le personnage principal de La Servante écarlate, même si elle est assez passive au début, beaucoup dans l'introspection, elle a ce moment de basculement où elle va réaliser qu'elle ne peut pas vivre comme ça, et où elle va prendre sa vie en main avec les moyens qui lui sont alloués, j'ai envie de dire. Ici, Frida passe vraiment tout le bouquin à tout faire pour être la plus belle possible, à tout faire pour être appréciée de ses nouvelles amies, qui sont complètement imbuvables, alors qu'on sait qu'elle ne les apprécie pas et que ce qu'elle veut, c'est retrouver son amitié avec Isabelle telle qu'elle était avant. Et c'est vraiment très frustrant de ne pas voir ce personnage évoluer, du moins pas dans ce sens-là, alors que pour moi, il y avait vraiment matière à faire des choses hyper intéressantes. Et c'est là qu'on en vient au deuxième point que moi j'ai trouvé hyper dommage. Isabelle, c'est un personnage secondaire extrêmement intéressant et qui, moi, m'a laissé penser qu'elle serait le sidekick qui va ouvrir les yeux à la protagoniste principale, comme, encore une fois, c'est souvent le cas dans les dystopies,
et qui provoque ce basculement du récit. Du coup, petite parenthèse, voici dans les grandes lignes ce que j'attends d'une dystopie. 1. On pose les bases. L'auteuriste nous présente son univers qui a un gros souci, qu'il soit d'ordre politique, social, climatique, scientifique ou que sais-je encore, peut-être tout ça à la fois, et nous présente également ses personnages principaux et secondaires qui sont pour la plupart des opprimés et des laissés pour compte. 2. Le questionnement et la révélation. Je veux que Bob, qui a toujours vécu dans ce monde de merde, se pose des questions et ouvre les yeux, soit par des circonstances extérieures, soit avec l'aide d'un autre personnage, soit parce qu'au fond de lui, il a toujours su que rien n'était normal et fomente depuis le début une petite révolution. 3. De l'action. Je veux que Bob essaie coûte que coûte de s'en sortir, soit en faisant la révolution, soit en faisant des petits pas de fourmi, je sais pas, je demande pas non plus du badass pas crédible, mais faut se bouger le cul quoi. 4. La fin, la chute, l'autoriste peut faire comme bon lui semble, tuer son personnage principal, lui faire gagner la guerre. Je dis pas que ça fera de la bonne dystopie, mais voilà ce que j'attends, dans les grandes lignes. Dans The Evergirls, il y a quelques étapes qui ont sauté, et j'ai l'impression que Louise O'Neill m'a fait des promesses qu'elle n'a pas tenues. Ou alors je me suis peut-être montée la tête toute seule, hein, j'en sais rien. Toujours est-il qu'Isabelle, dans le récit, est omniprésente, certes en toile de fond, mais en tout cas, ça laisse présager un bon twist. Il y a un mystère qui l'entoure, on ne sait pas vraiment quoi, on sent que les choses sont différentes pour elle, qu'il se passe quelque chose d'étrange et d'inhabituel, et on ne sait pas quoi. Et moi, je pensais que ça allait être une grosse partie de l'histoire, mais pas juste à la toute fin. Et elle est très intéressante parce qu'il n'y a qu'elle qui remet en question les codes de leur société. Elle veut plus prendre soin d'elle et perd son classement et elle en a rien à foutre. Elle subit toutes les pires critiques et le harcèlement de ses... j'allais dire ses amis, mais c'est même pas ses amis. Et pourtant, elle s'en fout. Ça, c'est une nana comme je les aime. Dans le monde dans lequel vivent ces filles, c'est carrément un acte de rébellion. C'est un acte en tout cas qui est lourd de sens et qui devrait être lourd de conséquences puisque quand les Èves sortent du droit chemin et qu'on décrète qu'il n'y a plus rien à faire pour elles, elles sont envoyées underground où elles seront démantelées pour qu'on fasse des tests sur elles. Bon, en gros, elles crèvent quoi. Sauf qu'Isabelle, elle n'est pas réprimandée par les enseignantes de l'académie. Elle est protégée, on la dispense de certains cours, on continue à prendre soin d'elle et en tant qu'acteur, on se demande pourquoi. Qu'est-ce que cette fille a de si spécial qui fait qu'elle passe entre les mailles du filet? Donc moi je m'étais imaginé tout un tas de trucs et j'arrivais pas à m'arrêter de lire parce que j'attendais ce point de basculement. J'attendais qu'il se passe vraiment un truc de ouf. Mais malheureusement c'est pas arrivé. Du moins, pas avec le personnage d'Isabelle, qui était mon plus grand espoir dans cette histoire. Pour moi c'était le personnage le plus intéressant avec le plus de potentiel. Je crois que j'aurais préféré que Louise O'Neill en fasse son personnage principal. Mais tant pis qu'à cela ne tienne, arrive sur ces entrefaites un autre personnage secondaire qui avait l'air d'en avoir dans le ciboulot lui aussi, et qui n'était autre que l'un des jeunes héritiers qui vient dans l'école pour choisir une des Èves pour en faire sa compagne. En plus c'est un mec, donc je me suis dit que ça pouvait être assez sympa de nous amener un personnage masculin qui a du bon, qui n'est pas totalement pourri comme tous les autres hommes de ce monde, et qui peut potentiellement déjà amener de l'espoir dans cet univers et au lecteur, en montrant que non, voilà, tout le monde n'est pas pourri. Mais bon, ça, c'est pas grave, on s'en fout, une histoire sans espoir, c'est pas une mauvaise histoire. Mais en tout cas, j'espérais que lui aussi amènerait le récit à basculer. J'arrête pas de dire ce mot, c'est chiant, mais vraiment, c'est ça qui m'a manqué. Alors oui, le fameux Darwin, puisque c'est son nom, fait évoluer l'histoire. Ça c'est le moins qu'on puisse dire. Il se passe tout un enchaînement d'actions et... j'ai pas compris. What? Je vais pas trop vous en dire sur lui parce que là ce serait vraiment carrément du spoil. Sachez juste que c'est l'héritier numéro 1. Donc c'est lui qui va pouvoir choisir sa compagne en premier. Il va faire la connaissance de Frida à l'académie. Et encore une fois, j'ai eu l'espoir que Frida fasse quelque chose qui fasse évoluer le récit, avec le Darwin en question, qui est quand même un mec assez intelligent, quoique sous l'emprise de son juge de père, et qui va quand même lui accorder sa confiance et lui révéler des choses hyper intéressantes sur leur monde dont elle n'a pas du tout connaissance, et qui, encore une fois, quand moi je les ai lus, je me suis dit putain, ouais, enfin une histoire, un peu une intrigue qui va certainement apporter quelque chose, mais non, toujours pas. Et c'est elle dont j'ai envie de vous parler maintenant. Frida, c'est typiquement le personnage principal qui prend toutes les pires décisions
pour elle-même et parfois pour les autres. Et franchement, au bout d'un moment, j'avais beau essayer de lui trouver toutes les excuses du monde, avec toute la bonne volonté du monde, je me disais juste, non mais cette meuf, c'est pas possible. Elle a rien dans le crâne. Genre c'est n'importe quoi ce qu'elle fait, c'est affligeant. Elle est tellement contradictoire, alors en général c'est quelque chose de positif chez un personnage, tout n'est pas tout noir ou tout blanc, on est tous humains, on fait tous des trucs un peu concons parfois, mais là il faudrait lui décerner la palme de... Je sais pas quelle palme il faut lui décerner, mais il faut lui donner un trophée. Je veux dire, à quel moment c'est crédible de laisser tomber ta meilleure amie, même si tu veux te faire bien voir, même si tu veux monter dans le classement à tout prix pour devenir une compagne? À quel moment c'est crédible de dire des choses horribles sur la personne que tu aimes le plus au monde, à tel point qu'on se demande si elle n'est pas un peu amoureuse d'Isabelle? Un peu beaucoup, si elle n'est pas tout simplement amoureuse d'Isabelle. Surtout qu'elle s'inquiète pour elle, on le voit. Mais pour autant, elle cherche l'approbation des mauvaises personnes constamment. Elle fait tout pour se faire apprécier et elle en devient vraiment lamentable. Moi j'avais envie de la secouer cette fille. Et ça c'est pendant tout le livre, hein. C'est même pas un moment d'égarement. Autant Defred dans La Servante écarlate est vraiment passive au début, pourtant c'est quand même un personnage marquant et fort qui tente avec ses moyens de s'en sortir. Autant Frida, je trouve que c'est un personnage qui manque tout simplement de crédibilité. Et je sais que cet aspect d'elle, c'est ce qui a plu à beaucoup de lecteurs et lectrices, le fait qu'elle soit, qu'elle ait des faiblesses, qu'elle soit fragile, qu'elle soit dans la recherche justement de l'acceptation. Les lectrices l'ont trouvée humaine parce qu'elle prenait pas les bonnes décisions et qu'elle était victime de sa propre vie. Mais pour moi, ça l'a vraiment pas fait, à tel point que j'ai trouvé le personnage de Megan, qui est vraiment une connasse sans nom, d'un point de vue littéraire, beaucoup plus crédible que celui de Frida. Et du coup, tout ça, ça a donné un récit que j'ai trouvé vraiment mou. Alors, comme je l'ai déjà dit avant, je l'ai lu hyper vite, je pouvais pas m'arrêter de tourner les pages parce que justement, j'étais dans l'attente de cette évolution, de ce point de basculement. Mais en fait, l'histoire, avec tous ces petits trucs qui ont péché pour moi, m'a laissé de marbre. Et en plus, pour couronner le tout, j'ai trouvé le style banal, pas percutant, légèrement ridicule et cliché au niveau de la dénomination et de l'orthographe de certains produits ou appareils du futur. Bref, la bombe qu'a posée Louise O'Neill et qui a eu l'effet escompté chez beaucoup m'a plutôt fait l'effet d'un pétard mouillé. Après, c'était son premier roman, donc je pense que j'en lirai d'autres quand j'en aurai envie. Et peut-être que ces petits défauts de structure, d'intrigue et de personnages s'expliquent pour cette raison, je ne sais pas. Et puis voilà, c'est pas parce que moi j'ai été déçue que ça veut dire que ce livre est mauvais. Et en plus, comme j'en avais entendu parler depuis des années, forcément je m'étais mis des trucs, enfin j'avais mis la barre là quoi, tu vois. Non, tu vois pas, je pense. Et sinon, pour ceux qui l'ont lu, est-ce qu'on parle de la fin? Alors il se passe un twist avec Isabelle, je vais pas vous spoiler, ne criez pas. Il se passe un twist avec Isabelle sorti de nulle part, que j'ai pas vu venir et que j'ai tellement pas vu venir que je me suis dit que j'aurais préféré que l'autrice distille des minuscules indices tout au long de son récit, parce que là, c'était tellement genre le lapin sorti du chapeau et j'ai pas compris. Et j'ai trouvé ça tellement tiré par les cheveux que ça a achevé de me blaser, malgré les conséquences qui s'en suivent et que je suppose l'autrice a dû imaginer comme la claque monumentale à la fin de son roman. Attention, encore une fois, je parle bien du scénario et pas de tout ce que ça implique et de ce que ça dénonce en matière de féminisme, qui bien sûr est complètement atroce. C'est juste que là, dans le récit, j'ai pas vu j'ai pas compris quoi. Alors oui, c'est un roman qui dépeint et qui dénonce une société cruelle et sans pitié pour les femmes, où la concurrence et le désir d'être la meilleure font des ravages et qui fait complètement miroir à notre société actuelle, et ça je l'ai bien vu, j'y suis sensible et je salue le propos, mais voilà, j'ai juste pas accroché avec les procédés mis en place pour le servir, ce propos, et que moi j'ai trouvé maladroit. Maladroit les procédés du coup. Pour moi ça manquait vraiment de nuances, d'action, de crédibilité et de vraisemblance, tant au niveau des personnages que du scénario. Et pourtant, quand j'ai refermé le bouquin, malgré tout ce que j'avais à en dire sur les différentes façons dont il m'avait déçu, ce qui restait surtout c'était un « oh, dommage !»
parce que je pense que le potentiel était vraiment énorme et de toute façon s'il a plu à autant de personnes, c'est bien qu'il y a une raison. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Only Ever Yours de Louise O'Neill. Si ce livre vous fait envie, plongez-vous dedans, il est fort probable qu'il vous plaise. Si les points que j'ai énoncés dans cette vidéo sont des choses qui vous rebutent carrément dans un récit, eh bien vous saurez que ce roman n'est peut-être pas fait pour vous. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à venir en discuter en commentaire si vous avez déjà lu le roman. Putain, j'ai encore mes qui coulent. Je disais donc, n'hésitez pas à venir en discuter en commentaire si vous avez lu le roman ou pas d'ailleurs. Et n'hésitez pas à me recommander du coup des œuvres dans la même veine qui potentiellement pourraient me plaire. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Attendez, en fait il y a un poil. Ah. C'était un poil de vêtement, ça compte pas.